Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Easy by EDF. Donc aujourd'hui, John Foissot, référent technique sur la pompe à chaleur RR, va vous parler du cahier des charges de la PAC RR. Je suis en présence d'autres interlocuteurs Easy by EDF aujourd'hui, notamment Pierre Raymond, référent technique sur la pompe à chaleur RO, Pierre Lemaire, Pierre Lemaire qui est manager commercial PAC RR, et moi-même, Agathe Gourlot, chargée de marketing B2B. La présentation va se dérouler en 3 parties. Donc, John vous expliquera tout d'abord l'importance du cahier des charges de la PAC RR. Il vous précisera ensuite les vérifications techniques à effectuer avant la pose d'une PAC RR. Et on terminera par les différentes étapes de la pose de la PAC RR. Donc, durant toute la présentation, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions via le petit onglet qui se situe en bas, qui s'appelle Q&R. Donc, vous pouvez écrire vos questions et nous, on prendra un temps à la fin de chaque partie pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais laisser la main à John et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous, merci d'être présents et de nous accorder votre précieux temps aujourd'hui pour ce webinaire cahier des charges PAC RR. Donc, le sommaire de cette présentation va décomposer de la façon suivante. Donc, dans un premier temps, une introduction. Ensuite, je vous présenterai les objectifs du webinaire. On parlera donc du cahier des charges qu'on vous a envoyé donc il y a peu de temps. Et on vous parlera des points essentiels de ce cahier des charges. On abordera les enjeux et le pourquoi de la conception de ce cahier des charges. Et puis ensuite, un temps sera consacré aux questions-réponses. Alors, dans la présentation, j'ai prévu de faire 3 temps de pause. Donc, après chaque partie importante. Donc en introduction, c'était juste pour vous situer un petit peu le contexte. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que l'offre PAC RR est développée chez Easy by EDF. On a commencé avec 2 chargés d'affaires, moi-même et Pierre Lemaire. Nous sommes devenus référents chacun dans nos spécialités respectives. Et l'offre est en pleine croissance chez nous, au départ constituée par une équipe spécialisée PAC RR, et maintenant l'ensemble des chargés d'affaires, ou quasiment l'ensemble des chargés d'affaires, a été formé et donc en capacité de faire des devis et de vendre de la PAC RR chez nous, aussi bien les chaudiéristes que les paquistes. L'objectif du webinaire est également et du cahier des charges donc est également de vous faire passer le message aussi bien en termes d'importance du partenariat et de communication entre le chargé d'affaires et vous-même les installateurs, et de garantir la conformité et la qualité des chantiers donc en PAC RR. Donc, on verra les points essentiels qui sont présents dans le cahier des charges, les enjeux, et donc il y aura bien sûr le temps d'échange. Concernant le cahier des charges, on s'est aperçu à l'analyse des autocontrôles et des chantiers qui avaient une importance toute particulière à porter à la réalisation de la visite technique et aussi bien donc aux renseignements qui sont annotés lors de cette visite technique qu'à la lecture donc de ce retour de visite technique par le chargé d'affaires, parce qu'en général, quand cette visite technique est mal réalisée, on s'aperçoit que derrière, c'est un chantier qui va mal. Donc, tout ce qui se passe avant la signature de devis et avant la pause nous permet de rattraper les erreurs. Et aujourd'hui, c'est un des sujets primordiaux chez nous. Ensuite, le cahier des charges, il a été réalisé par moi-même avec l'aide de quelques collègues, dont Pierre Raymond qui est présent aujourd'hui.
Alors, il n'a pas vocation à être gravé dans le marbre. C'est un outil qui est mis à votre disposition pour limiter le risque d'erreur. Et bien sûr, on le fera évoluer en fonction de vos remontées respectives. On n'a pas la vocation et la prétention d'être des sachants, de tout savoir et d'avoir la connaissance sur tout. Donc, on est à votre écoute pour faire évoluer ce cahier des charges. Et ensuite, l'objectif final, c'est bien sûr la conformité, mais c'est aussi la qualité. Il y a une petite distinction entre qualité et conformité. C'est que la conformité, c'est un devoir, mais après la qualité, on doit également faire attention et porter notre attention sur tout ce qui n'est pas dans la réglementation, mais qui est important pour la perception finale du client. Donc la visite technique, ce qui va compter, bien sûr, c'est votre contact avec le client, lui donner confiance et faire preuve de professionnalisme, mais aussi de devoir de conseil. Donc le devoir de conseil à destination du client, mais aussi à destination du chargé d'affaires. Quand vous vous présentez sur un chantier avec un pré-devis, ce qui est important, c'est de voir si effectivement les informations présentes dans ce pré-devis sont conformes à ce qu'on voit réellement sur le terrain. Et si ce n'est pas le cas, bien le faire remonter au chargé d'affaires pour modification du pré-devis, mais également tenir compte des desiderata du client pour pouvoir faire la remontée au chargé d'affaires. Donc, on va vérifier les informations générales concernant l'habitation qui vont être fournies par le chargé d'affaires. On va également préparer l'implantation de là ou des unités extérieures, et puis on va faire de même pour les unités intérieures. Donc, les informations générales concernant l'habitation, je dirais qu'il faudra vérifier que les informations concernant les volumes à chauffer et à climatiser soient correctes, même si c'est la responsabilité du chargé d'affaires. On est quand même preneur et c'est important d'avoir votre retour sur le terrain parce que vous êtes quand même nos yeux sur le terrain. Mais également tous les petits détails du chantier, à savoir traverser des murs, percements, les longueurs de liaison qui sont importantes à nous préciser dès le retour de visite technique pour qu'on puisse voir si le groupe extérieur va avoir la capacité de répondre aux longueurs de liaison et puis de prévoir tant que faire se peut la présence de pompes de relevage parce que ces pompes de relevage, c'est pareil, parfois elles sont difficilement prévisibles, mais tant que vous pouvez nous donner la quantité avant le chiffrage définitif, c'est important parce que quand c'est fait après pause, ça impacte directement la marge du chargé d'affaires. Et bien sûr, l'évacuation des condensats, il faudra anticiper également. Alors, concernant l'implantation de l'unité extérieure, ce qui sera important et ce qu'on renseignera dans Praxedo, ce sera l'emplacement façade, voir que l'emplacement façade, vous soyez d'accord sur cet emplacement avec le client, pour pour cet emplacement, vous fassiez jouer votre devoir de conseil. L'exposition de cet emplacement, on verra les spécificités de l'exposition de cet emplacement. La hauteur de pose, voir si on fera appel à une échelle, à une nacelle éventuellement pour la pose de l'unité extérieure. Les longueurs de câbles électriques nécessaires. On fera attention, et c'est important, à la conformité du tableau électrique sur lequel on interviendra. Et puis, on déterminera le type de support. Donc, concernant l'emplacement façade, alors, on était face à un vrai problème, à savoir une réglementation difficilement tenable parfois et des préconisations fabricants assez disparates. Et on a décidé de créer une règle unique à Easy by EDF. Et c'est quelque chose qu'on vous demande de respecter dans la plupart des cas et tant que faire se peut. Bien sûr, mon téléphone reste ouvert et celui du chargé d'affaires aussi quand on a des spécificités et qu'on se trouve face à un problème. On essaiera de trouver des solutions ensemble face aux cas spécifiques, mais
Dans la plupart des cas et dans la majorité des cas, ce qu'on voudrait, c'est que vous respectiez les cotes qui sont fournies et qu'on a créées pour répondre à l'ensemble des chantiers. Donc le but, c'est d'avoir de la place, en fin de compte, si je veux résumer, c'est d'avoir de la place pour tourner autour de la PAC en cas de nécessité d'intervention et que cette PAC respire. Concernant l'exposition, objectif, c'est se mettre à l'abri des vents dominants pour éviter un endommagement du ventilateur. Et c'est aussi faire jouer le devoir de conseil pour cet emplacement, notamment par rapport au voisinage. Voilà. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais on compte sur vous pour tenir compte de l'environnement de la PAC, pour pouvoir conseiller le client, mais aussi faire vos remontées au chargé d'affaires. Concernant la longueur de câble électrique, là aussi, il faudra faire attention parce que en fonction de la longueur de câble électrique nécessaire, on devra changer de section. Donc, je vous ai donné un petit exemple dans le cahier des charges. Donc, en fonction de ce tableau-là, donc, on fera varier la section du câble électrique. On tâchera de vous fournir un tableau un petit peu plus net que ça parce que hier, à la relecture, on l'a quand même trouvé assez flou. Donc, on vous redonnera un tableau plus net que ça. Et en cas d'intervention sur un tableau triphasé, si vous avez les compétences d'électricien, vous pouvez procéder au dégroupage des phases. Toutefois, si vous ne vous sentez pas sûr et que vous n'avez pas ces compétences, on vous demande d'en faire part au chargé d'affaires et on fera le nécessaire pour faire intervenir un électricien en cas d'intervention sur du triphasé. Alors, concernant la conformité du tableau électrique, on va essayer de faire simple et on va se dire qu'on est face à un tableau conforme si on a au moins un interrupteur différentiel sur ce tableau, et auquel cas on se trouvera dans la configuration comme présenté dans l'exemple du schéma. Voilà, donc avec des sections de câbles d'alimentation UE et des sections de câbles électriques interconnexion à respecter en fonction des préconisations fabricants selon la puissance de la machine et la protection du groupe qui s'y rapporte. Et on sera face à un tableau non conforme en cas de non-présence d'au moins un interrupteur différentiel. Et dans ce cas, on procédera donc à la création d'un tableau divisionnaire. Donc on mettra en protection donc notre appareil. Alors pour pas qu'il y ait confusion, parce que j'ai eu une petite remontée l'autre jour, on n'est pas dans le cas de la PAC Aero où on va poser un tableautin de façon systématique. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est en cours chez Easy by EDF et nous ne sommes pas dans le cas de la PAC Aero où on va proposer un tableautin de façon systématique. On est en réflexion et peut-être qu'effectivement, on pourra proposer un tableautin systématique à partir d'une certaine puissance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Concernant les implantations des unités intérieures, donc lors du retour de VT, donc on attendra que vous fassiez jouer votre devoir de conseil, notamment sur le type d'unité, sur l'emplacement de l'unité dans la pièce, sur le volume de la pièce, que les longueurs de liaison frigorifique soient correctement déterminées et que vous nous renseigniez aussi la nature des percements et les besoins ou pas d'une pompe de relevage ou de plusieurs pompes de relevage pour l'évacuation des condensats. Donc tout comme on l'a fait pour l'unité, là où les unités extérieures, on a créé des règles uniques à Easy by EDF pour l'implantation des unités intérieures qu'on vous demande de respecter tant que faire se peut. Alors, si on l'a fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on s'est trouvé confronté à l'analyse des autocontrôles, à des cas où on aurait pu respecter ces cotes et elles l'ont pas été. Donc, j'ai quelques petites photos à vous présenter tout à l'heure. Donc, voilà, tant que faire se peut, si on peut respecter ces règles d'implantation,
Globalement, c'est comme sur le cas des unités extérieures. L'objectif, c'est d'avoir de la place autour de l'unité intérieure pour intervenir en cas de SAV, et c'est d'éviter qu'on trouve des obstacles à l'aspiration et au soufflage de l'unité. Concernant les pompes de relevage, s'il y a besoin d'apposer une pompe de relevage, bien prévoir son schéma de cheminement d'évacuation des condensats, et en cas d'évacuation en gravitaire, éviter les contrepentes. Voilà. Donc, concernant le devoir de conseil à l'AVT, pour résumer, donc on attend de votre part qui est vraiment la notion de partenariat et de conseil avec toutes vos connaissances, donc sur le dimensionnement, sur le choix du matériel, parce qu'il se peut qu'on ait chiffré un matériel qui ne soit pas adapté, sur l'exposition et l'emplacement, sur la configuration de l'installation, sur les besoins électriques, mais aussi sur les exigences du client. Donc, on est arrivé à la réalisation du chantier, et si vous avez des questions, nous sommes disponibles pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre? Non, pas pour l'instant. Pas de questions, donc je continue. C'est que tout est parfait. Donc, la réalisation du chantier, tenir notre engagement de conformité et de qualité. Et quand le chantier est très bien réalisé, ce qui est heureusement souvent le cas, ne pas négliger les dernières étapes de la réalisation du chantier, notamment les petites finitions de rebouchage de percements, les démonstrations à faire concernant le fonctionnement de l'installation au client, et les conseils d'entretien, parce que ça peut parfois ternir l'expérience client et le ressenti client. Donc, on verra l'importance de la préparation du site, même si à la PAC RR, c'est assez sommaire. L'installation des unités intérieures, des unités extérieures, la mise en service et la petite formation client à faire à la fin. Donc, concernant la préparation du site, ce qui est important, c'est surtout de verrouiller les opérations nécessaires à la réalisation du chantier et à son bon déroulement, donc en amont, et notamment la réalisation de la dalle béton. Si elle est à la charge du client, bien vérifier qu'elle sera effectuée avant le chantier et avant le jour de la pose. Et bien sûr qu'elle soit. Alors, il n'y a pas de notion de conformité concernant la dalle béton, mais toutefois, elle doit être de niveau. Et si elle a une légère pente, elle doit être à l'opposé du mur de la façade de la maison. Et si elle est à votre charge, effectivement, qu'elle soit réalisée avant la pose du matériel. Et ensuite, préparation du site pour l'installation des unités intérieures et extérieures. Et là, je dirais que c'est surtout à faire de la place et que vous soyez à l'aise pour intervenir. Donc, concernant la pose des unités intérieures, je dirais que ça c'est clairement des opérations que vous savez faire, et c'est votre métier. Donc, il y aura la pose des unités intérieures, la pose des liaisons frigorifiques avec les raccordements à effectuer, notamment les raccordements des dudgeons, la partie électrique avec l'interconnexion, et la partie qu'on verra après donc sur les UE avec le raccordement de l'UE au tableau électrique, et le rendu visuel qui est important. Et c'est une notion qui est particulièrement importante en PAC RR, qu'on n'a pas forcément ou qu'on a moins en PAC RO, puisque on ne rentre pas chez le client. Là, en PAC RR, on intervient directement chez le client. Donc, il faudra faire attention notamment aux percements à effectuer et aux soins apportés à la pose. Au niveau de l'installation de l'unité extérieure, il faudra être vigilant à sa pose, notamment quand on réalise les percements en façade, si on est sur un support mural. La partie électrique, donc le raccordement de l'UE au tableau électrique, mais aussi son raccordement
à ou aux UI lors de raccordement de l'interconnexion. Et puis le rendu visuel également, donc faire attention à bien passer donc les liaisons dans un fourreau et à effectuer les rebouchages des percements de façon soignée. Donc la mise en service comprend les étapes suivantes: la mise en service du circuit frigorifique, les vérifications générales à effectuer et les vérifications électriques hors tension, le raccordement donc des condensats et puis la mise en marche. Donc quand on vous demande dans Praxedo de remplir la fiche autocontrôle, effectivement, on vous demande des petites photos pour la mise en service. Donc, l'objectif, c'est pas de vous embêter, c'est juste qu'on ait des photos de la tireuse au vide et de la bonbonne de gaz et des manos, donc pour qu'on soit bien sûr que vous ayez effectué les tâches demandées. Maintenant, c'est des opérations que vous avez l'habitude de faire et donc on ne doute pas qu'elles soient réalisées correctement. Et donc, le devoir de conseil en fin de chantier, donc la remise de la documentation technique au client, la démonstration des fonctionnalités. Donc, ce qui est important, c'est la petite touche finale, mais c'est la plus-value qu'on peut apporter chez EasyBuyEDF, c'est de montrer le fonctionnement dans le cas de la PAC RR de l'unité intérieure ou des unités intérieures avec les différents modes. Et puis, le conseil d'entretien qu'on vous demande de faire aux clients, c'est notamment le nettoyage des filtres. Voilà. Aspirer ou de laver les filtres une fois par mois. Et puis, de conseiller et de proposer un contrat d'entretien aux clients. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, j'ai une question. Alors, j'ai pas le nom, mais utilisateur de Zoom qui a indiqué c'était doit-on tirer une alimentation spécifique obligatoirement? Oui, on est sur on doit, pour répondre à la question, donc ça fait partie des règles à respecter à la NFC 1500. Donc, notre matériel doit automatiquement être raccordé au tableau par le biais d'une ligne dédiée et identifié. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout. Donc ensuite, les enjeux donc je dirais du respect tant que faire se peut du contenu de ce cahier des charges, c'est la satisfaction client qui est quand même au cœur de nos préoccupations. C'est la conformité et la qualité du chantier, mais c'est aussi la confiance et la bienveillance, et j'y tiens à cette notion, c'est je ne sais pas si les gens présents ici ont déjà eu affaire à moi, mais le but, c'est vraiment, non pas de vous embêter, mais c'est vraiment de vous aider et de vous apporter les outils nécessaires. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est à la fois la communication, la confiance, mais aussi l'écoute et écouter vos besoins et nous faire part de vos remontées parce que on va, on va s'en inspirer pour faire évoluer les outils mis à votre disposition. Donc, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il faut retenir. Donc, sur la partie électrique, ce qui est très important, je dirais, et ça vient répondre à la question qui m'a été posée, c'est l'installation de la protection dans le TGBT conforme d'une ligne dédiée et identifiée. Et donc, on considérera le tableau conforme si on a bien au moins un interrupteur différentiel. Donc, je vous ai remis les deux schémas donc, du cas conforme et non conforme. Ensuite, si on se trouve face à un tableau non conforme, on viendra créer un tableau de répartition et là, on généralisera le 16 carré. Donc, entre le compteur abonné, le tableau de répartition et le TGBT. Pourquoi? Ça peut vous paraître peut-être un peu surdimensionné, mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on prépare le tableau à d'éventuelles pauses futures du client et à des équipements complémentaires.
Ensuite, même si ça fait pas l'objet de contrôle à la visite technique, la mesure entre la terre et le neutre, qu'elle soit inférieure à 3 volts, la mesure de la terre inférieure à 100 ohms, voilà, parce que c'est un point très très important pour préserver le matériel. Et puis bien séparer, alors ça je sais que c'est très compliqué aujourd'hui à la PACA, mais c'est important de séparer les courants forts, les courants faibles, et donc les liaisons frigorifiques. Voilà. Aujourd'hui, dans le cahier des charges, je ne sais pas si vous l'avez regardé, le cahier des charges comporte des goulottes à séparation. C'est ce que la réglementation préconise. Et l'isolant, aussi bien des câbles électriques que des liaisons frigorifiques, ne fait pas office de séparation. Et enfin, pour cette slide, on a aussi besoin de votre devoir de conseil concernant l'abonnement du client. À savoir qu'en PACA, pour un monosplit, on sera souvent sur un 6 kVA et on pourra éventuellement monter sur un 9 kVA en multisplit. On respectera également le calibre du disjoncteur préconisé par le fabricant pour la protection de la machine qui va être posée. On sera sur une ligne dédiée et protégée. On respectera la section du câble d'alimentation de l'UE préconisée par le fabricant. Et on respectera la section du câble interconnexion préconisée par le fabricant. Concernant les liaisons frigorifiques, ce qu'il faudra retenir, donc, c'est le respect des diamètres des liaisons gaz et liquide. La plupart du temps, c'est du 1/4, 3/8, mais il y a des spécificités quand on monte sur des groupes à plusieurs sorties en multisplit, donc avec des 4, 5, 6 sorties, on a des spécificités. Et selon les fabricants, il faut quand même faire attention à ces diamètres. La traversée des murs se fera donc pour le courant fort, le courant faible, donc les câbles d'alimentation électrique, mais aussi les liaisons frigorifiques, se fera dans des fourreaux. Attention aux longueurs donc de ces liaisons frigorifiques. On fera bien attention que ces longueurs respectent et sont tolérées par le groupe extérieur du matériel qui sera posé. Donc que la capacité du groupe sera bien supérieure ou égale aux longueurs du projet. Et on fera également attention aux ajouts de fluide à réaliser. Donc, on sera attentif aux longueurs max du groupe, mais aussi aux longueurs standards du groupe. À cet effet, je vous ai préparé un petit tableau qui vous avait été envoyé rassemblant l'ensemble des liaisons frigorifiques, des données frigorifiques et des données électriques des différents fabricants et des différents matériels qu'on commercialise chez ces fabricants. Donc, on vous renverra la nouvelle version mise à jour. Alors, en fait, on a rassemblé l'ensemble des matériels monosplit et multisplit avec toutes les données frigorifiques et électriques. Et ça, c'est un petit tableau que vous pouvez avoir sur vous et que vous pouvez consulter pour être au clair si vous avez des doutes concernant les sections de câbles d'alimentation, les diamètres de liaison frigo, les longueurs max, les longueurs standards, les ajouts de charge. Enfin voilà, tout plein de choses que vous pouvez retrouver. Normalement, il y a tout dans ce petit tableau. Et là, il a été mis à jour avec les nouveautés 2024. Alors, je tiens à faire une petite aparté. Ne vous étonnez pas s'il y a un écart parfois entre les calibres de disjoncteurs, les sections de câbles d'alimentation et d'interconnexion, ainsi que les diamètres de liaison frigo qui sont présents sur le devis et les données fabricants. En l'occurrence, pour Toshiba en multisplit à l'heure actuelle, il y a une mise à jour qui n'a pas été effectuée entre nos données à nous et les données fabricants parce que il y a un temps de latence chez nous entre les modifications et la validation de ces modifications par le service informatique. Donc, reportez-vous donc aux données qui sont présentes dans le petit tableau que je viens de vous présenter. Celui-ci est fiable et à jour.
Et les données présentes sur les devis le seront très rapidement. Concernant donc les implantations des unités extérieures, donc si on doit retenir quelque chose, c'est l'application donc des longueurs à respecter, des longueurs qui ont été déterminées pour EASY by EDF, que la pente de la dalle, si on est sur une pose au sol, elle soit légèrement donc à l'opposé du mur de la façade, et bien faire attention à la gestion des condensats. Que la conformité technique soit associée à la qualité visuelle, donc bien faire attention aux finitions, et que les étiquettes de marquage qui sont présentes sur le groupe extérieur soient remplies, donc tonne équivalent CO2, charge en fluide, et le type de fluide, ainsi que la vignette, donc d'équipement reconnu étanche, donc après la mise sous pression notamment. Pour les implantations des UI, ce qui va être important, donc, ça va être le respect des règles d'implantation EASY qu'on a vu précédemment, la gestion des condensats, la conformité technique associée à la qualité visuelle, donc toujours le rebouchage des percements. Et donc, je vous avais parlé de petits cas donc qu'on rencontre souvent quand même. Donc, ce que la réglementation ne dit pas, donc, ça va être justement donc le placement de cette unité intérieure. Et ce que la réglementation ne précise pas, c'est des cas particuliers comme ça. Donc, par exemple, là, on va être dans le cas d'une unité intérieure sur laquelle on n'a pas été attentif à la VT, et quand le volet de soufflage est en action, on vient taper la porte du client sur un projet dessus de porte. Et puis, par exemple, là, dans le cas qu'on voit à droite, ça c'est un cas que je rencontre souvent. Parfois, par facilité, on va tirer une goulotte plein mur, alors qu'on aurait peut-être pu la mettre en haut dans le coin du plafond. Donc, bien faire attention à toutes ces petites finitions qui sont pas reprises dans un règlement spécifique, mais qui sont importantes pour nous et qui viennent en fin de compte, impacter le ressenti client. Donc, pour effectuer votre visite technique, vous avez à votre disposition donc une fiche Praxedo de rapport de visite technique, donc que vous connaissez. Cette fiche, je suis preneur de vos remontées afin que vous puissiez me faire part de vos remarques et que je puisse la faire évoluer. En fait, l'objectif, c'est qu'elle soit facilement remplissable sur le terrain par vos soins. Donc, si c'est trop compliqué, s'il y a des choses qu'on peut faire évoluer, je suis preneur de vos remarques. Et c'est la même chose pour l'autocontrôle. Donc, on a essayé petit à petit de les alimenter et de les faire évoluer, mais je suis aussi preneur de vos remarques pour que on puisse vous faciliter la vie sur le terrain. S'il y a des choses qui sont trop compliquées à remplir, il faut vraiment me le dire. Et s'il y a des choses qui manquent, il faut me le dire aussi pour que je les fasse évoluer. Sans vos remontées terrain, moi, c'est compliqué de faire évoluer les choses. Maintenant, je dirais que je vais être disponible pour répondre à vos questions-réponses. On a terminé la présentation de ce webinaire. Donc, je suis disponible pour la partie technique. S'il y a des choses sur la partie commerciale, Pierre Lemaire est à votre disposition. Et s'il y a des précisions à apporter sur la partie électrique, des choses un peu plus pointues, Pierre Raymond sera là aussi pour répondre à vos questions. Pas de questions? Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, en tous les cas, je vous remercie de votre attention pour le suivi de ce webinaire. Je vais vous souhaiter une belle après-midi et un bel été. Donc, j'espère que le message est passé et que donc vous avez bien noté que je suis à votre disposition pour faire évoluer les outils et les choses afin de vous faciliter le travail et qu'on continue à être partenaire. Je tenais également à vous remercier pour ces 3 belles années
à la PAC RR qui nous ont permis d'avoir une offre en pleine croissance. C'est grâce à vous et à votre travail de tous les jours. Donc, je tenais à vous remercier pour ça et je vais passer la parole à Agathe pour la clôture de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Pour information, la présentation a été enregistrée. Donc, le replay vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Donc, vous aurez accès au replay et donc au support également. Et là, apparemment, il n'y a pas de questions, toujours pas de questions, Pierre? J'en ai une. Ah. Qui vient d'arriver. On aura les fiches par mail. Là, vous aurez le replay par mail. Oui, bonjour Laurent. Ah non, c'est Alexandre. Alexandre. Bonjour Alexandre, oui, tu auras les fiches par mail. Et en cas de questions, si des questions vous viennent en cours de route ou autre, voilà, en tout cas, c'est une... Bien sûr, je traiterai, merci, je traiterai toutes vos demandes au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème. Et je suis vraiment preneur de vos remarques. J'imagine que vous avez les coordonnées, tu les ajouteras dans... J'ajouterai les coordonnées de moi-même, enfin, j'ajouterai mes coordonnées et celles des interlocuteurs ici présents dans la présentation qui vous sera fournie. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous. Bonne journée et puis à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.